Les hôtels sont censés être des lieux de passage, des endroits où l'on s'arrête quelques heures ou quelques jours avant de reprendre sa route. Mais parfois, derrière les couloirs silencieux, les chambres anonymes et les halls d'accueil parfaitement éclairés, certaines rencontres peuvent transformer un simple séjour en véritable cauchemar. Ce soir, nous allons découvrir deux histoires réelles qui ont toutes les deux commencé dans un hôtel. Deux histoires très différentes, mais dans les deux cas, les auteurs sont passés à quelques décisions près d'une situation qui aurait pu prendre une tournure dramatique. Installez-vous confortablement, éteignez vos lumières et bienvenue dans un nouvel épisode des Tragédies du vivant. Donc, notre première histoire nous emmène sur les routes de l'Est du Canada où une jeune femme profite de ses vacances pour réaliser un trail très connu en Écosse. Après avoir réservé à la dernière minute dans une auberge en pleine campagne, il va se passer quelques phénomènes un peu étranges qui vont la pousser à devoir partir. C'est parti. Une de mes meilleures amies, Kayla et moi, travaillions chaque été dans un refuge de randonnée en Colombie-Britannique. Nous étions toutes les deux dans la vingtaine. À la fin de la saison, nous avons décidé de réaliser un rêve. Traverser le Canada en voiture d'ouest en est, plutôt que de rentrer chacune de notre côté. Le voyage se déroulait à merveille, tellement bien même, que nous avions pris du retard à force de nous arrêter dans des endroits imprévus. Le 31 octobre, j'ai finalement déposé Kayla chez elle, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. J'avais prévu de repartir vers Toronto dès le lendemain. Mais après quelques verres de vin et une longue soirée à rire ensemble, je me suis dit qu'il était hors de question de repartir sans voir le célèbre Cabot Trail, en Nouvelle-Écosse. C'était sur ma liste depuis des années. Comme il me restait encore une semaine de vacances, j'ai réservé à la dernière minute une auberge pour la nuit du 1er novembre. Une seule chambre était disponible, une chambre privée, avec un grand lit pour seulement 35$. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Le lendemain matin, je suis parti très tôt. Après plusieurs heures de route, j'ai décidé d'aller directement à l'auberge afin de prendre mes repères avant de commencer mes randonnées. Lorsque Google Maps m'a annoncé « Votre destination se trouve sur votre gauche », je n'ai vu absolument rien. Autour de moi, uniquement des champs. Puis, j'ai aperçu un étrange A rouge peint sur une structure métallique au bord d'un chemin de terre. L'auberge s'appelait Acolyte Hostel. Je me suis dit que ça devait être là. Le chemin m'a conduite jusqu'à ce qui ressemblait davantage à une vieille grange abandonnée qu'à une auberge. Deux voitures étaient garées devant, aucune enseigne, aucune indication. À peine sorti de ma voiture, un homme d'une quarantaine d'années est apparu. Cheveux foncés, regard intense, il s'appelait Kevin. Il m'a demandé si j'étais la cliente de la nuit, puis s'est immédiatement lancé dans une visite complète des lieux. La première chose qui m'a frappé, c'est que toute la grange avait été creusée autour des fondations. La seconde, c'est qu'il n'y avait pratiquement aucune fenêtre. L'intérieur ressemblait davantage à un chantier qu'à une auberge. Des panneaux de bois servaient de murs, les escaliers semblaient à peine terminés. À l'étage, Kevin m'a montré l'endroit où je dormirais. Juste à côté de lui, de sa femme, de son fils de 5 ans et de sa propre mère. Une simple toile séparait vaguement les lits. Quand je lui ai demandé si j'étais la seule cliente, il m'a répondu que oui. J'ai eu l'impression qu'il n'en recevait pas beaucoup. Malgré tout, Kevin s'est montré extrêmement sympathique. Il m'a conseillé plusieurs randonnées magnifiques dans la région. Je suis donc parti explorer les environs toute la journée. Quand la nuit a commencé à tomber, je suis allé dîner dans un village voisin. L'endroit était complètement désert. Tous les hôtels, commerces et restaurants touristiques étaient fermés pour l'hiver. Finalement, j'ai trouvé un bar presque vide où j'ai mangé un repas particulièrement médiocre. Vers 20h, je suis retourné à l'auberge. À peine arrivé, le petit garçon de Kevin a dévalé les escaliers. « Je m'appelle JP, comment tu t'appelles ?» Je me suis présenté, et il m'a immédiatement demandé de jouer avec lui. Nous avons commencé à nous lancer dans une balle en mousse pendant que ses parents mangeaient, puis une dispute a éclaté. Au départ banale, puis de plus en plus violente. Ils ont commencé à se hurler dessus. Mal à l'aise, j'ai prétexté devoir appeler ma mère et je me suis réfugié dans ma chambre. Le petit garçon m'a suivi. Pendant que je discutais avec lui, pour détourner son attention de la dispute, sa mère est arrivée brusquement. Elle l'a attrapé. Puis elle a crié « Je sais comment tu es quand tu te mets dans cet état. Je prends JP avec moi, ne nous suis pas. » Quelques secondes plus tard, j'ai entendu une voiture quitter la propriété à toute vitesse. Kevin hurlait, puis une porte a claqué. Et enfin, la pelleteuse que j'avais remarquée plus tôt dans la journée a démarré. Il semblait s'en servir pour évacuer sa colère. À présent, il ne restait plus que moi et sa mère. La femme insistait toujours pour que je l'appelle maman. Je lui ai expliqué que je préférais partir. C'est alors qu'elle a commencé à me caresser le bras en essayant de me convaincre de rester, tout en tenant dans son autre main un couteau de cuisine. Probablement sans mauvaise intention, mais suffisamment pour me mettre extrêmement mal à l'aise. Elle me racontait que sa belle-fille était le vrai problème, que Kevin était incompris, que son petit-fils avait prédit ma venue avant même ma réservation. Je reculais lentement vers la sortie pendant qu'elle continuait à parler. Dès que j'ai franchi la porte, je me suis précipité vers ma voiture. J'ai démarré immédiatement, mais lorsque j'ai voulu quitter la propriété, Kevin avait placé sa pelleteuse à travers du chemin. Il bloquait complètement la sortie. Il est descendu de la cuisine, s'est excusé et m'a demandé de rester. Sa mère est sortie à son tour, toujours avec le couteau à la main. Ils se sont mis à se disputer devant ma voiture pendant plusieurs longues minutes. Finalement j'ai crié
Si vous ne me laissez pas partir, j'appelle la police. À ces mots, leur attitude a changé instantanément. Kevin est monté dans la pelleteuse et a fini par dégager le passage. Dès que j'ai aperçu un espace suffisant, j'ai accéléré et quitté la propriété aussi vite que possible. Ce n'est qu'une fois sur la route que j'ai voulu appeler mon amie Kayla, mais mon téléphone affichait aucun service. Et c'est là que je me suis souvenu. Depuis mon arrivée à cette auberge quelques heures plus tôt, je n'avais déjà plus de réseau. Même si j'aurais voulu appeler la police, je n'aurais pas pu. Alors j'ai roulé 6 heures d'affilée jusqu'à Moncton, et je n'ai jamais remis les pieds dans cet endroit. Histoire sympa. Pendant tout le récit, on ne sait pas trop si la narratrice elle est tombée sur des gens qui sont un peu étranges, un peu excentriques, ou si elle est vraiment en danger. On comprend que l'environnement il est un peu glauque, c'est malsain, en plus elle est vachement isolée comme elle le dit, en pleine campagne, et le fait que le truc, comment dire, que l'auberge se vende comme une auberge alors qu'il n'y a qu'une seule chambre de disponible, qui plus est n'est pas vraiment une chambre, qui est plus un lit en fait, séparé dans la même pièce que les habitants. Bah déjà tout ça, ça met dans un environnement qui est vachement malsain en fait. Et on rajoute à ça, après la dispute, le fait que la mère et le propriétaire, Kevin, se mettent à être vachement étranges avec elle. Heureusement, elle a réussi à s'en tirer, mais on peut penser que ça aurait pu prendre une tournure un peu plus sombre. Alors, on peut pas trop savoir si c'est des gens juste qui sont très très maladroits et qui ont un comportement qui paraît étrange parce que bon, une fois qu'elle les a mis en garde, en soi, ils l'ont laissé partir, mais ça reste quand même une situation qui devait être effrayante pour une femme seule, perdue au milieu de nulle part. Je trouve que cette histoire, elle nous rappelle à quel point l'instinct, c'est important. Faut écouter des fois son instinct, faut écouter ce que nos sentiments nous disent parce que elle aurait pu rester un peu par gêne, elle aurait pu rester, ne pas vouloir se tirer et on ne sait pas ce qui serait passé ensuite. Donc écoutez votre instinct des fois, c'est important, ça peut vous sauver la vie. On va pouvoir passer à notre deuxième histoire. Donc notre deuxième histoire, elle s'est passée il y a un certain moment en 2010. Donc elle commence de façon tout à fait classique. Voyage en famille, hôtel, amis, journée tranquille. Et puis il y a un petit détour par une cage d'escalier qui va faire prendre une tournure tout à fait différente à ses vacances. C'est parti. L'histoire remonte à l'été 2010. À cette époque, je venais tout juste d'entrer dans l'adolescence. Ma famille avait décidé de passer quelques jours dans un grand hôtel en ville. Je ne me souviens plus exactement pourquoi nous étions là, mais plusieurs amis de la famille nous accompagnaient et occupaient des chambres voisines. Pour comprendre la suite, il faut savoir une chose, j'étais un enfant extrêmement peureux, le genre à imaginer le pire scénario possible dans chaque situation. Mais ce qui s'est produit ce jour-là n'avait rien à voir avec mon imagination. Avec le recul, je pense surtout avoir eu énormément de chance d'écouter mon instinct. L'hôtel avait une architecture très étrange. Le hall principal ne se trouvait pas au rez-de-chaussée, mais au 4e étage. Pour y accéder, il fallait obligatoirement prendre un ascenseur. Les escaliers n'y menaient pas. Je ne le savais pas encore, mais ce détail allait devenir très important. Le bâtiment était construit autour d'un immense vide central. Chaque étage possédait une coursive ouverte qui donnait directement sur le hall. Depuis sa chambre, n'importe qui pouvait observer les personnes se déplaçant dans le bâtiment. Pendant les 2 premiers jours, tout se passa parfaitement. Nous jouions aux cartes, nous regardions la télévision. Le soir, nous explorions les couloirs en racontant des histoires de fantômes, puis arriva le 3e jour. Je fus réveillé par des cris venant de l'extérieur de ma chambre. En sortant, je me penchai immédiatement au-dessus de la rambarde. Une jeune fille était allongée au sol dans le hall. Du lait et des œufs étaient répandus autour d'elle. Des personnes se précipitaient pour l'aider. J'entendis quelqu'un crier « Appelez une ambulance !» Je remarquai également ma famille dans le hall, occupée à prendre son petit déjeuner. Je décidai alors de les rejoindre. L'ascenseur était situé à l'autre extrémité de l'étage. Je choisis l'escalier juste à côté de ma chambre. Nous étions au 7e ou au 8e étage. Je n'avais donc que quelques étages à descendre. Du moins c'est ce que je croyais. Je dépassai le 5e étage, puis le 4e. Enfin, je pensais avoir dépassé le 4e, car il n'y avait aucune porte, ni au 4e, ni au 3e, ni au 2e. À ce stade, j'aurais probablement dû faire demi-tour, mais j'étais fatigué. Je continuai donc à descendre. J'atteignis finalement un niveau froid et sombre au mur de béton. Face à moi se trouvait une grande double porte. Je l'ouvris et pénétrai dans ce qui ressemblait à un immense entrepôt. Des tables empilées, des chaises emballées dans du plastique, des cartons, des équipements divers, le tout plongé dans une pénombre poussiéreuse. Je remarquai un ascenseur au fond de la pièce. En m'approchant, je constatai qu'il nécessitait une carte d'accès, réservée au personnel. Je revins alors vers la porte de l'escalier et tirai sur la poignée, verrouillée. Je venais de m'enfermer dans le sous-sol d'un hôtel et je n'avais pas de téléphone. Mes parents pensaient certainement que je dormais encore et personne ne savait où j'étais. Je commençais à paniquer, je cherchais d'autres sorties, toutes verrouillées. Puis après ce qui me semblait être des heures, une porte s'ouvrit à l'autre bout de l'entrepôt. Un homme mince, d'âge moyen apparut. Il portait une blouse blanche. À l'époque, cela me rassura immédiatement. Pour un enfant, une blouse blanche inspire confiance. Je courus presque vers lui.
Je suis coincé ici, vous avez une clé? L'homme me regardait quelques secondes, puis répondit: Je connais une sortie, suis-moi. Soulagé, je le suivis. Nous approchâmes de la porte de l'escalier. Je tendis la main vers la poignée, mais l'homme continua tout droit. Ce n'est pas par là? Demandai-je. Je n'oublierai jamais son expression. Même dans l'obscurité, je voyais la sueur sur son front. Non, par ici. Cette fois, j'eus peur. Une vraie peur. Nous nous dirigions désormais vers la partie la plus sombre du sous-sol, loin des escaliers, loin des ascenseurs. Et plus nous avancions, plus il semblait lui-même perdu. Il regardait autour de lui, comme s'il découvrait les lieux pour la première fois. Nous arrivâmes devant un cul-de-sac rempli de cartons. Je m'arrêtai net. Je savais qu'il n'y avait aucune sortie ici. Je les avais déjà vérifiés. Alors une idée me traversa l'esprit. Je me mis à hurler. De toutes mes forces. L'homme se retournait immédiatement. « Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête !» Mais je continuai à crier, encore et encore. Puis son attitude changea brusquement. Il commença à marcher rapidement vers moi. Je pris mes jambes à mon cou et courus vers la porte de l'escalier. C'est alors qu'elle s'ouvrit. Un concierge venait d'entrer. Il avait entendu mes cris. En quelques secondes, il comprit que quelque chose n'allait pas. Il me fit passer derrière lui et demanda à l'homme qui il était. Les explications de ce dernier semblaient absurdes. Il prétendait chercher des toilettes. Le concierge contacta immédiatement la sécurité. Peu après, un employé me ramena dans le hall où je retrouvais ma famille. Encore aujourd'hui, je ne sais pas qui était cet homme. Je ne sais pas pourquoi il portait une blouse blanche. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans ce sous-sol. Et peut-être que tout cela n'était qu'un énorme malentendu. Mais je sais une chose. Si ce jour-là je n'avais pas écouté mon instinct, et si je n'avais pas hurlé aussi fort, je ne raconterais peut-être pas cette histoire aujourd'hui. Encore une fois, on est sur une histoire où l'instinct prend une part assez importante de ce pourquoi le petit garçon se sauve. Le petit garçon arrive à s'en sortir. Donc bon, ça peut être en soi, ça peut être un malentendu. Peut-être que la personne, elle se retrouvait elle aussi dans la même situation que le petit, mais il y a des trucs qui clochent quand même. Pourquoi il porte une blouse blanche? C'est pas très commun. Pourquoi il prétend connaître une sortie alors qu'il n'a pas l'air en fait de savoir où est-ce qu'il se dirige? Pourquoi il paraît tout de suite agressif à partir du moment où l'enfant se met à hurler? C'est étrange. En plus de ça, il n'arrive pas à expliquer au concierge pourquoi il est dans cette situation. Il aurait pu clairement dire: bah écoutez, je me suis perdu, tout comme le petit garçon, et voilà, je me suis retrouvé ici. Du coup, ouais, non, c'est assez flippant parce qu'il y a cette part de mystère, mais qu'on retrouve dans beaucoup d'histoires en fait qu'on a déjà vu sur la chaîne, hein, une part de mystère énorme sur sur les intentions des personnes qui nous dérangent. Voilà, c'est sur cette deuxième histoire qu'on termine cette vidéo. Donc c'était un petit épisode spécial du coup type tragédie du vivant spécial hôtel. J'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'on pourra recommencer ce genre de petits concepts. Et bien sûr, bah, la prochaine fois que vous passerez une nuit dans un hôtel, bah, gardez un œil ouvert un peu plus longtemps que d'habitude. On sait jamais. A très bientôt chez les Chroniques de l'étrange.